Bonjour Loïc. Bonjour. Gilles donc pour Spirit of Paint et Paintball News, le site de news de Spirit of Paint. Donc Loïc, merci d'avoir accepté cette interview. Tu reviens de Malaisie. Exactement, un long voyage, mais ça y est, on est enfin revenu. Pas trop fatigué? Ça va. C'était long, il y a 7 heures de décalage, mais au final on n'est pas resté très longtemps, donc on n'a pas eu vraiment à se décaler. On est un peu fatigué, mais bon, la saison est finie. On est plus fatigué de la saison que de ce tournoi en particulier. Donc effectivement, fin de saison avec une victoire, puisque vous avez rapporté la coupe de l'Intercontinental Cup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce tournoi et comment les tontons ont vécu ce tournoi sur place? Oui, alors tout à fait. Alors c'est un tournoi qui est particulier puisque l'Intercontinental Cup, ça vient toujours clôturer la saison. C'est un tournoi qui est plus de gala, mais qui est important. C'est un peu comme l'Intercontinental Cup en foot, où vous avez le vainqueur de la Ligue des Champions qui rencontre le vainqueur de la Copa América. D'accord. C'est un match de prestige, c'est un tournoi de prestige, mais c'est toujours important parce qu'il y a les meilleures équipes, l'équipe représentatrice, on va dire, de chaque continent qui se déplace justement pour cet événement. Donc c'est toujours à la fin, la dernière manche de la Coupe asiatique, du circuit asiatique, puisque c'est la dernière date de l'année sur une saison régulière de paintball. Comment sur place vous avez joué? Parce que bon, je l'imagine qu'il y avait le décalage horaire, il y avait la chaleur. On a vu sur certaines photos que c'était indoor. Tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est déroulé les matchs pour vous, le jeu? Bien sûr. Alors ça s'est très bien goupillé pour nous parce qu'il y a 7 heures de décalage, faut savoir, en Malaisie, 7 heures de plus. Ça veut dire que quand il est 20 heures par exemple, il est que 13 heures en France. Ça s'est très bien goupillé tout simplement parce qu'on a joué tous nos matchs entre 18 heures et 22 heures le soir. Donc c'est parfait. Ça veut dire que vous n'avez pas un réveil biologique qui est trop gênant à gérer. Vous avez le temps de dormir. 18 heures pour vous, c'est 11 heures du matin. Donc, normalement, vous êtes réveillé depuis un moment. Même si vous vous couchez à 3-4 heures du mat, vous pouvez dormir jusqu'à midi ou 13 heures, c'est pas gênant. Donc au final, on n'a pas eu trop besoin de se décaler. On n'a pas énormément dormi, mais on a pu refaire des siestes l'après-midi, on a pu se préparer correctement. Et surtout, la grosse différence, c'est que c'était un indoor complètement incroyable. C'est la première fois qu'on joue dans une salle comme ça. Faut imaginer un Ikea, tout simplement, où vous enlevez tout. Il n'y a pas un poteau, il n'y a rien. Il y a 4 terrains de paintball dedans. C'est climatisé, il fait 22-23 degrés. Donc voilà, c'est des conditions qui sont assez exceptionnelles. Moi, j'avais joué en Malaisie il y a 4 ans en extérieur. Ça avait été le tournoi le plus dur physiquement avec Orlando il y a 2 ans, parce que c'est une chaleur incroyable et le taux d'humidité c'est étouffant. Chaque fois que vous prenez une respiration, vous buvez un coup. C'est très très dur comme condition, alors que là vraiment on était super bien dans cette salle. En termes de température, de pourcentage d'humidité et tout, on est vraiment proche de ce qu'on peut trouver en Europe. Donc pour nous c'était vraiment pas un problème. On a vu l'événement localement qui était quand même quelque chose de bien organisé. J'ai entendu dire qu'il y avait sur place des représentants du gouvernement. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Mais le tournoi en lui-même était organisé d'une manière complètement géniale, parce que faut savoir que les Asiatiques, en fait, dès qu'ils décident de se lancer dans quelque chose, à la base, déjà, ce sont des gens qui organisent ces tournois-là, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont des soutiens, parce que là, c'était quand même AirAsia qui soutenait le tournoi, oui, plus les gros distributeurs, tout ça. Ah oui. C'est vrai qu'on a eu la chance, nous on est arrivé tard, on est arrivé jeudi soir, à savoir que le tournoi se jouait comme en Europe vendredi, samedi, dimanche. On est arrivé jeudi soir à 20h, à 21h on avait déjà le repas avec le ministre et le roi de Malaisie, donc une grande réception le soir. On a juste eu le temps de se poser à l'hôtel, de se doucher et de ressortir en costard. Wow. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, de manger à la table du ministre. Alors on n'a pas mangé exactement à la table du ministre, à la table du roi, on était 2 tables à côté, mais on était invités, on était là, donc c'est vrai que c'est toujours agréable de se dire que ça déroule et qu'il y a un intérêt qui est porté sur le paintball. Pour revenir maintenant sur le côté sportif du tournoi, concernant donc l'équipe Tonton, est-ce que tu veux nous parler des matchs de poule de qualification? Bien sûr. Alors en Intercontinental Cup, il y avait 8 équipes qui avaient été sélectionnées, donc qui venaient à peu près de tous les continents. Je crois qu'il y a que l'Amérique du Sud qui n'était pas représentée parce que c'est la plus loin en fait en termes de distance. Ouais. Et c'est surtout peut-être le continent qui est le moins développé encore actuellement pour le paintball. C'était difficile peut-être de sélectionner une équipe, mais sinon une équipe nord-américaine, donc en l'occurrence les Ironmen, une équipe d'Europe, les Tontons, 2 équipes d'Afrique, le Gabon et les Reapers, si je dis pas de bêtises, d'Afrique du Sud. D'accord. Une équipe d'Océanie, d'Australie, et 4 équipes de Moyen-Orient et d'Asie. Donc qui étaient sur place, c'était plus simple de les faire venir. Donc au final 2 poules de 4, où nous on se retrouve avec Datis, une équipe iranienne qui est vraiment très bonne, les Reapers,
d'Afrique du Sud et une équipe thaïlandaise. Donc les deux premiers sortent de ce groupe. C'était important de finir premier du groupe pour pas croiser directement les Ironman en demi-finale, puisque les 2 premiers de chaque poule accédaient directement aux demi-finales. Donc c'était important. On pensait qu'Ironman allait finir premier de sa poule, fallait pas qu'on se rate, fallait qu'on soit aussi premier, de manière à pas croiser Ironman en demi-finale et avoir une chance d'aller le plus loin possible dans le tournoi. Donc là, les matchs accrochés, comment ça s'est passé pour vous? Alors c'est des matchs où on est arrivé, ça a pas vraiment été accroché parce que je crois qu'on a fait 3 fois 4-0 en qualif, mais par contre ce sont des points qui sont accrochés, c'est des matchs où on les aborde très sérieusement, vraiment on prend personne à la légère. On connaissait très bien Datis, on connaissait les Reapers parce qu'il y avait 2 anciens joueurs de Nexus qui avaient joué avec Tava en 2008 je crois. Oui. Voilà, c'était 2 anciens joueurs de Nexus qui venaient d'Afrique du Sud à l'époque où il y avait Tony Perez aussi qui jouait chez Nexus, donc c'est des équipes qu'on connaît. L'Afrique du Sud, l'Australie sont des équipes, des pays qui sportivement sont très proches des États-Unis dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que l'Australie, c'est 24 millions d'habitants. Par contre, ils cartonnent tout le monde en natation. Il y a plein de sports où ils sont redoutables. Ils ont vraiment une culture du sport. Donc, ce sont vraiment des équipes qui jouent énormément. L'équipe d'Australie et l'équipe d'Afrique du Sud, c'était vraiment 2 belles équipes. L'équipe des Datis a gagné la division 1 d'ailleurs. Oui. Devant ces équipes-là, c'est aussi une très bonne équipe. Ce sont des Iraniens qui ne font pas le Millennium mais qui font tous les autres tournois au monde. D'accord. C'est pas compliqué. Non, mais on est arrivé en essayant de jouer un paintball propre, carré, en étant vraiment professionnel, de manière à pas se mettre en danger dès le début du tournoi. D'accord, donc vous avez réussi à finir premier de la poule. Exactement. À la demi-finale. Alors la demi-finale. Voilà, demi-finale où on croise STK, l'équipe d'Australie justement, qui est sortie deuxième de sa poule juste derrière les Ironman. Voilà, donc une demi-finale qu'on joue le dimanche à 18h, qu'on gère bien, qu'on gère de bout en bout. On perd 1 point mais on s'impose 4-1. Là aussi en jouant correctement, on se met pas en danger, on prend pas de pénalité. À savoir que le layout, ça faisait un moment que eux travaillaient sur ce layout. Nous on l'a vraiment découvert lors de nos matchs de qualif. Donc il a fallu être réactif de suite face à des mecs qui travaillent depuis 3 ou 4 semaines le layout. Et c'était aussi un mode de tir qui était en PSP, donc 12 billes par seconde PSP. Ça change beaucoup de choses sur les pré-banques. Donc il a fallu s'adapter rapidement. Cette demi-finale, on la gère correctement. On prend pas trop de risques, on se fait contrer sur 1 point, mais sinon on va au bout, on fait 4-1. Et on accède donc à la finale. D'accord, donc finale contre le LA Ironman. Voilà, exactement. Alors comment étaient les Ironman? Eux, ils avaient tout gagné aussi jusque-là. Ils s'étaient mis un petit peu en danger le premier match, mais c'est normal parce qu'en fait ils sont arrivés avec leur line-up de NXL, hein, c'est-à-dire la ligne qu'on a jouée en finale. Nous, c'était B-Short, Scott Kent, Utunen, Justin Schwartz et leur attaquant Humphrey. Ouais. Et ils sont venus avec 2 autres joueurs, qui sont pas vraiment des joueurs. Il y a Devon, qui est un Sud-Africain qui a joué avec Nexus, qui a joué avec Nexus à la World Cup cette année, qui est un remplaçant des Ironman. Et ils sont venus avec leur coach, Kevin Escape Brettauer, qui est un ancien Dynasty et qui est coach des Ironman depuis 2 ans. Et le premier match de poule qu'ils ont fait, ils ont fait jouer ces 2 joueurs-là. Kevin, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas touché un gun, c'est vraiment le coach des Ironman. Donc il a joué, ils se sont mis un peu en danger, ils ont gagné 3-2. Ensuite, il a arrêté de jouer, ils ont vraiment fait jouer l'équipe majeure, le 5 majeur avec lequel ils étaient venus pour gagner, quoi. Donc cette finale, on la commence pas très bien parce que les 2 premiers points, ils breakent mieux que nous et on est mené 2-0 pas rapidement parce que les points durent. C'est un terrain quand même qui permettait pas d'enfoncer rapidement l'équipe adverse. D'accord, donc il y a eu quelques pots qui ont été vidés. Quelques pots de vidés, oui, surtout à 12 billes par seconde en rafale de 3, le mode PSP. Ouais. Ça va vite. Mais ces 2 premiers points, on les perd, on est mené 2-0, il y a un changement de côté. Et eux comme nous, on s'était regardé jouer, mais eux comme nous, ont changé de stratégie. Et c'est vrai que ce qu'ils ont appliqué sur les 2 premiers points était plus pertinent que ce que nous, on avait mis en place. Donc il a fallu que Pascal corrige très rapidement par rapport à ce qui se faisait. Et on a eu un petit souci de break, on s'est un peu mélangé les pinceaux sur les 2 premiers points. Enfin, pas mélangé les pinceaux, mais on n'a pas été hyper efficace sur les 2 premiers points. On a dû corriger ça et c'est Pascal qui a fait passer les messages pour que ça tourne à nouveau, quoi. Et là, de suite, on a enchaîné 4 points derrière où on a vraiment maîtrisé cette équipe d'Ironman. Les 2 premiers points ont été assez accrochés et les 2 points de derrière, le point 3 et 4 pour nous, on a vraiment eu un break beaucoup plus efficace qu'eux et une maîtrise du jeu sans jamais se mettre en danger. C'était un cas typique d'échec et mat où tu te retrouves à 4 contre 3 et tu gères correctement le match pour pas le perdre et prendre ton temps pour le gagner, quoi. Ouais, d'accord. Donc grosse satisfaction, grosse joie. Comment ça s'est passé pour vous Oui, grosse joie parce qu'on était vraiment venus pour le gagner. On savait très bien que non seulement on était attendu au tournant comme l'était Ironman, hein,
vis-à-vis de toutes les équipes que vous allez rencontrer, parce que vous êtes toujours l'équipe à battre. Et ensuite, il fallait battre les Ironman. Alors on savait pas trop s'ils allaient arriver avec la grosse équipe ou s'ils allaient envoyer un peu une équipe vieillissante, genre les Billy Wing, Paxton et compagnie. Non, ils ont envoyé vraiment la meilleure équipe qu'ils pouvaient envoyer, donc on était content déjà de pouvoir les jouer. Ouais, et puis en plus de fierté de pouvoir gagner de façon tout à fait sportive. Oui, mais en fait, on le savait déjà un peu depuis la World Cup. Alors j'ai pas joué cette année, mais Tava et Axel ont joué avec les Nexus et ils étaient allés s'entraîner contre les Ironman. Et j'avais pas pu être là pour les coacher, je les ai juste coachés pendant la World Cup. Et vraiment l'enseignement, enfin le retour que j'avais eu de cet entraînement des Nexus face aux Ironman, c'était de la part de Tava de dire que si les tontons s'étaient entraînés contre l'Ironman à la World Cup, il y aurait eu plus de 50% des points qu'on aurait pris. Donc c'est vrai qu'on était arrivé à cette Intercontinental Cup confiant de l'équipe parce qu'on savait ce qu'on était, on était sur une bonne dynamique. On a beaucoup progressé cette année, il y a plein de choses qu'on a réussi à mettre en place, donc on était vraiment confiant sur notre jeu. D'ailleurs à 2-0, on n'a pas douté, on a continué à se dire ça va, c'est que 2 points, c'est le premier à 4. Donc il n'y a pas de raison, il faut jouer notre jeu et c'est parti. Ah, bravo à vous. Pour cette fin de saison, c'est quand même très plaisant. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui vous suivent et puis pour tous ceux qui vous regardent, parce qu'effectivement, pour le moment, vous êtes, en ce qui me concerne, vous êtes un peu la référence chez nous, quoi. Alors tout à l'heure, avant de commencer l'interview, tu me parlais de ton projet, le projet K. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Le projet K, c'est un projet que j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an, qui est un système de coaching par correspondance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est moi, pour tous les joueurs ou les équipes qui vont s'abonner au projet K, qui vont faire partie du projet K, c'est moi qui vais gérer directement leur entraînement par le biais de fiches d'exercice, par le biais de vidéos. Un joueur qui veut me solliciter 3 fois par semaine, qui est abonné, me sollicite 3 fois par semaine. Si c'est que 6 mois par an, c'est 6 mois par an. Alors à savoir que c'est un abonnement qui coûte 100 € à l'année, mais ensuite je suis à la disposition du joueur ou de l'équipe, donc on peut même travailler sur des layouts, on peut faire. C'est vraiment du personnalisé, individualisé. Actuellement en France, j'ai un peu plus de 300 joueurs, donc ça commence à grossir, de joueurs de tout niveau. Et vraiment, je réponds à une demande particulière. Il y en a, ils veulent s'entraîner qu'une fois par mois. Il y en a, c'est pendant 6 mois. Il y en a, c'est 3 fois par semaine. Cet outil de travail que j'ai développé, d'ici 1 mois, il va aboutir à quelque chose de beaucoup plus grand, puisqu'en fait, j'ai le nouveau site web qui va sortir avec un outil beaucoup plus puissant, que ce soit pour moi, coach, ou pour le joueur qui fait partie du projet K. Ce sera vraiment un outil extraordinaire, je pense, pour tous les gens qui vont s'abonner, mais surtout, je le lance à l'étranger. Ça veut dire que dans 5 ou 6 semaines, il sera lancé en Angleterre par le biais de Jason Wheeler des Nexus, et donc qui est en équipe d'Angleterre. Ouais. Il sera lancé en Allemagne par le biais de Pat Vrobel, qui est le capitaine des Syndicate et qui est aussi en sélection nationale allemande. Tout à fait. Et en Russie par le biais de Kirill Ridny, joueur des Russian Legion et qui lui aussi est en sélection russe. D'accord. Donc voilà, une espèce de crew de joueurs pros qui sont reconnus dans leur pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque abonné dans chaque pays pourra profiter de la connaissance, des vidéos, des exercices des autres coachs des autres pays. C'est aussi ça un peu le but du projet K, c'est de voir comment les Russes apprennent à jouer au paintball, comment les Allemands apprennent à jouer au paintball, parce qu'on joue pas le même paintball, ça veut dire qu'on n'apprend pas à jouer du tout pareil au paintball. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir se dire, tiens, comment ils fight et pourquoi, comment ils jouent le zipper et pourquoi, stratégiquement, quels sont leurs choix et pourquoi. Voilà, donc d'ici 5 ou 6 semaines, j'espère 1 mois, mais je préfère dire 5 ou 6 semaines, le nouveau site sera lancé et il y aura plusieurs langues, donc ça devrait envoyer du lourd. D'accord, donc on en saura un peu plus concrètement à ce moment-là. Voilà, exactement. Bah écoute Loïc, je te remercie beaucoup. Mais y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Encore merci, bonne fête de fin d'année, puisque ça y est, on est arrivé dans la période hivernale. Voilà, période du ski. Tout à fait, du ski, du snow, de la poudreuse. Et puis, on se reverra, je pense, maintenant pour le début du millénium, l'année prochaine. Et encore merci, à bientôt. Sans souci, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.